publieront leurs résultats. Si vous êtes investisseur, investisseur actif, investisseur de moyen, de long terme, vous êtes votre pire ennemi. Il faut le savoir, il faut en avoir conscience, Romain. Oui, bien sûr, c'est assez intéressant et vraiment, c'est instructif d'une part à titre de curiosité, mais c'est surtout intéressant dans le comportement qu'on peut avoir sur les marchés boursiers et dans ce comportement d'investisseur. Vous le disiez, que ce soit des opérations de très très court terme jusqu'à des opérations de long terme, on est bien le jeu de notre cerveau. Ça a été mis en lumière par les travaux de Daniel Kahneman et Amos Tversky en 79, et puis ça a été affiné au fur et à mesure des années. Alors voilà, il y a un élément intéressant aussi sur le fonctionnement du cerveau, c'est que on est à l'origine pas fait pour investir de l'argent sur les marchés boursiers. Alors je dis ça en tant que courtier, c'est intéressant, mais maintenant qu'on le sait, tout ça est documenté, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. C'est que on a compris que notre cerveau reptilien, le cerveau qui nous protège, celui qui fait qu'on réagit de façon automatique dans les situations indispensables, fait qu'on n'aime pas être en danger. Or, dans notre société, l'argent est une valeur de sécurité, donc l'investir, le placer, ça nous met en risque, ça nous met en difficulté, on n'aime pas ça. Et donc, le fait d'investir de l'argent directement, de se placer sur les marchés, fait que on a des comportements qui changent, qui ne sont pas les bons, et donc qui nous entraînent à faire de mauvaises opérations. D'où, déjà, la première chose, et un des premiers éléments à connaître, c'est le fait que, je vous le disais déjà, j'aime pas trop le paper trading, le trading virtuel. Vous savez, ces comptes de démonstration sur lesquels on n'a pas de vrai argent. C'est très bien pour comprendre la technique, pour comprendre le fonctionnement des plateformes, pour comprendre le fonctionnement des marchés. C'est absolument ça fausse complètement sa lecture et le comportement réel de l'investissement. C'est bon pour prendre en main une plateforme, par exemple, mais vous dites, on ne peut pas, surtout pas, extrapoler les résultats qu'on a pu obtenir sur un compte virtuel en se disant, c'est bon, je gagne depuis un mois sur un compte virtuel, je suis prêt à passer en réel. Eh bien, il y a eu d'ailleurs un niveau d'échec qui est invraisemblable. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. J'ai des chiffres avec plus de temps à vous donner qui sont impressionnants sur des performances en paper trading qui sont complètement faussées en trading réel. Ouais, mais en même temps, quand on commence, c'est confortable de se dire qu'on commence en virtuel. Alors c'est confortable en dehors du marché des options. Je mets vraiment une parenthèse sur le marché des options qui est beaucoup plus technique, qui nécessite un apprentissage. Pour le reste, il vaut mieux investir un petit peu. Alors je ne dis pas aller perdre de l'argent sur les marchés, bien sûr, mais investir même un petit peu, trouver sa taille, trouver une taille qui permet de déjà voir si son modèle fonctionne, si on est à l'aise et de le faire sérieusement. Et déjà, rien que d'investir un peu, ça crée une ambiance et un état d'esprit psychologique complètement différent. Et ensuite, d'augmenter sa taille, ses positions, au fur et à mesure que les choses fonctionnent, jusqu'à trouver son niveau d'équilibre. Il y a des traders qui fonctionnent très bien avec 1, 2 ou 3 contrats, si ce sont des contrats à terme sur le futur. Et puis à 5, à 6, 8, 10 contrats, ils n'arrivent plus à fonctionner dans les mêmes conditions, même plateforme, même marché. Donc il y a un rapport à l'argent, un rapport à l'insécurité, encore une fois, qu'il faut trouver. Et ça, c'est un des premiers critères, un des premiers éléments à déterminer pour pouvoir travailler confortablement sur les marchés. Ouais. Alors si on détaille quelques-uns de ces biais comportementaux qu'on a tous en nous, qui sont importants justement quand on est investisseur, important d'avoir conscience de ces biais et voir comment on peut les contrer effectivement, quel type de solution on peut avoir pour justement ne pas dépendre de ces biais qui nous font faire des erreurs ou des bêtises. Alors, je vous laisse dérouler peut-être quelques-uns de ces facteurs. Quelques-uns, oui, bien sûr. Alors, celui que j'ai mis en premier, il y en a plein des biens, on ne pourra pas tous les évoquer. Non, mais c'est une première approche. Pour se donner une idée. Celui que j'ai mis en premier dans la liste d'importance pour l'investissement sur les marchés boursiers, c'est le biais qu'on appelle de disposition. C'est vraiment un critère important. Ça permet de déterminer et de comprendre que, eh bien, en fait, une perte est 2 fois plus douloureuse qu'un gain équivalent. Ça signifie que quand on commence à gagner ces 100 premiers euros en bourse, eh bien, on a un niveau de bonheur, un niveau de plaisir qui arrive et qui est fixé à une échelle moyenne. Et que ces 100 euros de gains supplémentaires, quand on est entre 900 et 1000 euros, ne procurent plus du tout le même plaisir. Qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir tendance à couper trop rapidement ces gains. Ah, oui. À l'inverse, et ça c'est la contrepartie, c'est que quand on commence à perdre de l'argent, le premier seuil de douleur est très désagréable, et qu'ensuite quand on commence à perdre plus d'argent, et de se dire je perds 900 euros ou juste 1200 euros, c'est plus très grave, et donc de perdre des sommes complémentaires, on est un peu aseptisé, on est un peu abasourdi par la perte, et on n'a plus le même niveau de réaction, plus le même niveau de douleur, donc plus les mêmes réactions. Et donc c'est un élément qui est vraiment important, qui est le taux d'échec majeur dans les portefeuilles des investisseurs. On laisse trop filer ses pertes et on coupe ses gains trop tôt. C'est vraiment un classique. On dit souvent, c'est un adage boursier et ça se vérifie sur les comptes et après, sur le long terme, c'est clairement un des critères importants. Alors ça a été mis en avant par une étude de Terence Hodin en 98 qui a étudié 10 000 comptes. Il a vraiment vérifié les choses et c'est le cas. Il y a ce biais-là. Alors, biais de disposition, donc le plus important. De disposition, voilà, qui est vraiment le plus important. Autre biais, le biais de familiarité, Romain. Familiarité, là j'investis dans les valeurs que je connais ou que je crois
croit connaître. Alors, il y a une nuance là-dessus. Familiarité, voilà. On se souvient, par exemple, je prends un exemple douloureux pour beaucoup d'investisseurs français, mais Alcatel. On croit connaître Alcatel, on voit Alcatel, on a des téléphones Alcatel, c'est une marque concrète, et donc on investit sur cette valeur et on la conserve sur le long terme, et Parce que c'est un conseil qu'on entend souvent quand même. Investissez dans ce que vous connaissez, ce qui est proche de chez vous, dans votre univers, dans votre quotidien, dans votre environnement. Là aussi, ça peut être une fausse bonne idée. Alors en fait, c'est de ce qu'on connaît vraiment. C'est-à-dire qu'il faut aller étudier un peu les valeurs. Il y a des fiches techniques qui sont très bien faites aujourd'hui, assez synthétiques, qui permettent de donner l'état financier d'une société, tout simplement. Ça permet en quelques clics, en quelques visuels, de savoir si une société est vraiment un pari ou si elle a une trésorerie et si elle se comporte correctement. Donc ça, c'est vraiment important. Familiarité, c'est pas parce qu'on connaît qu'on croit connaître. Il faut aller étudier un peu les dossiers. Il faut connaître vraiment. Le biais de confirmation. Confirmation. Alors là, c'est une fois qu'on a pris une décision, on est un peu orgueilleux, on déteste avoir tort. Et le biais a été vraiment étudié aussi. Quand on a pris une décision, eh ben, on a des œillères qui se mettent en place. On ne voit plus que les informations qui viennent corroborer notre scénario et on occulte complètement même les éléments les plus probants du tort qu'on a. Ça apparaît au cours d'études et donc ça donne évidemment des comportements qui font qu'on va conserver à tort une position, qu'on va s'entêter et qu'on va la laisser au fond de son portefeuille pendant des années. Ça a donné cet exemple-là des cas extrêmes. Il y a des grandes banques qui ont repéré que leurs meilleurs investisseurs avaient des performances assez intéressantes. Ils ont voulu comprendre pourquoi. Ils les ont contactés. Quand ils ont contacté, ils se sont aperçus que ces meilleurs investisseurs-là avaient oublié leur compte. Ils ne faisaient plus rien. C'est ça, c'était les comptes dormants, quoi. C'était les comptes dormants. Effectivement, ça en dit long quand même sur peut-être la suractivité des traders aussi. Ça, c'est une grosse erreur. Le surtrading. Tout à fait. C'est dans des cas très particuliers. Ça peut se jouer sur certains modes de trading, mais c'est effectivement une des causes d'échec. Et d'autant plus avec la taille. Plus on va prendre des tailles importantes par rapport à sa moyenne, plus le taux de perte va être important. Le biais de disponibilité aussi, Romain. Alors, la disponibilité, c'est le fait d'avoir un exemple récent qui vous a marqué et qui fait qu'on le prend pour probable et fréquent. Alors, les attentats du 11 septembre 2001, pendant longtemps, les investisseurs, après ça, ont été assez marqués et s'attendaient à des cracks sur les marchés boursiers. Oui. C'est valable dans le sens inverse. Quand un marché monte régulièrement pendant longtemps, on a l'habitude de le voir monter. Et quand on voit que les marchés ça ne baissera plus jamais. Et que la Fed est là et qu'il n'y a plus de repli, on a tendance à penser que le marché ne baisseront plus jamais. Ouais. Danger, par exemple, pour les nouveaux traders Robinhood qui ont connu juste un petit repli sur les marchés et qui vont voir le marché monter régulièrement et penser que c'est la règle. Ah ouais. Oh, puis depuis 2008 aussi, Enfin, je veux dire, la crise des subprimes, la crise financière de 2008 a marqué les esprits, peut-être encore jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Et il y a encore ce biais aujourd'hui. Et effectivement, il y a plus de cracks, ils sont plus fréquents récemment, et donc il y a encore ce biais-là aujourd'hui. Ouais. Quelques règles, solutions justement pour essayer de contrer ces biais comportementaux. Déjà, il faut les connaître, les comprendre, s'instruire sur ces phénomènes de finance comportementale. Quelques règles peut-être à suivre. Alors, les premières règles, c'est de se fixer des règles précises. Déjà, avant tout, c'est de bien déterminer son profil d'investisseur, c'est-à-dire quel type d'investisseur on est, du plus court au plus long terme. D'avoir un scénario d'investissement, ça c'est bien aussi, ça la plupart en ont. C'est de savoir gérer aussi le timing, le moment où on fait les opérations. Et puis enfin, un critère très important sur lequel on pourra revenir, d'ailleurs ça pourrait être un bon thème, c'est le money management. Bien sûr. Oui, ça mérite au moins 10 minutes. Oui. Ces 4 critères-là, ils sont vraiment clés. Ensuite, c'est de prendre ces décisions dans la mesure du possible hors marché, c'est-à-dire en dehors des émotions, en dehors du moment où on va être soumis à l'émotion. Et d'avoir un scénario et donc de s'y tenir et de pas intervenir sous le coup de l'émotion, ce qui va permettre de gommer ces biais. Bon, un scénario, un plan, le plan de trading, on vous le rappelle, c'est le lundi à 12h30 avec vous, Romain. Juste un mot pour finir, c'est qu'on a des biais comportementaux. L'investissement est aussi parfois lié à nos émotions, bien sûr, mais à nos hormones. À nos hormones. Et en allant plus loin dans ce domaine-là, on s'aperçoit que la testostérone, par exemple, a une incidence chez les hommes qui vont avoir des périodes de succès en trading importantes, vont avoir la testostérone qui va monter, vont se sentir plus confiants, vont prendre des risques importants et donc vont probablement avoir des taux d'échec, ce que n'ont pas les femmes, et donc qui vont être plus régulières et qui vont mieux réussir en trading, par exemple. Ça se souviendra de cette phrase de Christine Lagarde, je ne sais pas si c'est vraiment... Elle l'a reprise, en tout cas, cette phrase, voilà, si Lehman Brothers s'était appelé Lehman Sisters, il n'y aurait pas eu de crise. C'est ce qu'avait dit un jour Christine Lagarde, après la faillite de Lehman Brothers, évidemment. On s'arrêtera là pour ce soir, mais on a déjà quand même pas mal d'indications pour ceux qui veulent creuser un peu ces sujets de finance comportementale, ces sujets hormonaux éventuellement dans le trading, j'entends. Voilà, vous trouverez évidemment toute l'information disponible. Le replay sur bismart.fr avec les équipes de Bourse Direct. On vous retrouve lundi, Romain, pour le plan de trading, effectivement. Romain Dobré avec nous ce soir pour la leçon de trading dans Smart Bourse. Très bon week-end. On se retrouve donc lundi 12h30 en direct.